Jacques, est-ce que tu peux me dédicacer ton dernier livre? Certainement pas. Tu vas faire comme tout le monde, tu vas attendre le 12 mars. À l'Acti Today. Actu Today. Ah super, bon bah rendez-vous le 12 mars. Ou pas. Alors Jacques Ségué là ou Jacques Ségué pas là? On vous laisse deviner. Marc, un petit mot d'explication s'il te plaît pour Jacques. Alors, je suis très déçu. Et vous allez l'être aussi, j'en suis désolé. Mais nous avons eu une annulation de dernière minute de Jacques Séguéla. Pour quel motif? Non mais attends, on le fait pas comme ça, on dirait que c'est un sketch là. C'est pas un sketch, d'accord? Malheureusement, non mais on a une... Non, c'est pas un sketch, c'est une vraie mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'il est grippé, il est au lit. Et évidemment, vu son âge, quand on a la grippe, on est vraiment dans un mauvais état. Donc, alors, non, c'est pas Bouteflika, parce qu'avec Étienne, on l'a vu, et il respirait. Et il parlait, vous l'avez vu. Et je tiens à dire que c'était pas non plus une fake news balancée par Actito pour faire croire que machin. Il devait vraiment venir. Mais au dernier moment, j'ai la preuve, j'ai le mail de son assistante qui m'a dit à midi qu'il était trop faible pour pouvoir sortir du lit cet après-midi. Bon, alors voilà. du coup, tu vas nous expliquer un peu quand même pourquoi tu souhaitais le faire intervenir. Alors, il y a son bouquin que vous pouvez récupérer devant la salle. Servez-vous. Hein, voilà, je vais vous les dédicacer. C'est moi qui vais le dédicacer à la place de M. Séguéla. Non, pourquoi à la base, on avait pensé à Jacques? Parce que, comme le titre de son bouquin l'indique, Le diable s'habille en GAFA, c'est un coup de gueule sur ce qu'il appelle fort justement la dictature par absence d'alternative. Le fait qu'on soit aujourd'hui rentré dans un monde où, qu'on le veuille ou non, on ne peut plus vivre sans les GAFA, et les GAFA sont devenus omnipotents sur nos vies. C'est-à-dire que bientôt, les GAFA sauront mieux que nous avec quelle fille on va sortir, quel plat on va aimer, dans quel lieu on va le plus apprécier de passer nos vacances. Ils le sauront mieux que nous, parce qu'ils auront tellement agrégé de données sur notre santé, notre fréquence cardiaque, tout, qu'ils sauront mieux que nous comment se comporter. Et ça, c'est vrai que ça fait se poser des questions. Et il faut, à un moment donné, de la même façon qu'on avait ce matin Inès qui venait nous secouer avec son style sur l'impact et la responsabilité écologique, Séguéla venait nous secouer sur notre part de responsabilité dans le fait d'avoir laissé comme ça nos données personnelles et tout cet océan de savoir aux mains des GAFA. Donc ça va faire l'objet d'un mini-débat. Évidemment, on avait prévu 45 minutes d'échange et de partage avec Jacques Séguéla. On va faire plus court, mais on va quand même essayer d'aborder le sujet en mode table ronde avec des experts. On a la chance quand même d'avoir des experts du digital ici. Donc, Marc, toi, évidemment, Benoît Deneyer, qui est ici. Tu peux nous rejoindre, Benoît, s'il te plaît, qui est donc co-CEO d'Actito. Et Simon Dola, voilà, qui est Simon. CEO remercie Simon qui a accepté au pied levé. Lève le pied. Alors, installez-vous, on va échanger rapidement. Et alors d'ailleurs, du coup, comme on est hyper agile, évidemment, on s'est dit qu'on allait échanger entre experts sur scène. On en a 3 juste à ma gauche. Et puis, évidemment, c'est un moment d'échange, de partage. Si vous souhaitez intervenir, c'est très simple. Vous levez la main, je vous amène le micro. C'est comme ça qu'on a conçu cette séquence un peu en last minute. Encore une fois, on en est désolé. Alors, Marc a expliqué les raisons pour lesquelles il avait souhaité au départ inviter Jacques Séguéla, cette GAFA dépendance, d'une certaine manière, qui nous guette tous. On est déjà plus ou moins tous engagés dedans. En préparant last minute, encore une fois, cette séquence, toi, tu nous as parlé d'une petite vidéo qui était assez marrante. Est-ce qu'avant d'en voir un extrait, tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, c'est une vidéo qui est parue sur un site américain, Gizmodo, si je m'abuse. Gizmodo. Et c'est une petite tentative d'une journaliste de se passer des GAFA. Donc elle a essayé 5 semaines d'affilée de se passer de Google, d'Apple, de Facebook et d'un peu tout le monde, et même de Microsoft, donc c'est les GAFAM carrément. Et vous verrez, écoutez, je crois que la vidéo se passe de commentaires, c'est très intéressant. On va regarder un court extrait. That's my daughter, Alev. She is not happy that I disconnected our Alexa, or that she couldn't watch the only 3 movies she loves in the whole wide world: Coco, Monsters, Inc., and The Incredibles.
all of which we watch either through Netflix or videos purchased via Amazon. So why did I put her through this misery? Because I decided to block the 5 tech giants from my life, 1 week at a time. Of course, that explanation means nothing to my 1-year-old. Apple, Google, Facebook, Amazon, and Microsoft collectively make products that we love, products that we hate but can't stop using, products that dictate how we communicate and how we are seen. Their devices and services make our lives both easier than they've ever been before and more complicated in unforeseen ways. Yeah, not us, but... Their offerings have replaced core functions of our brains. Here's your reminder. Laura says the teething ring is in the freezer. And people are increasingly worried that it's as possible to get addicted to these buttons, clicks, screens, and scrolls as it is to get hooked on nicotine. Merci la régie pour la vidéo qui fait près de 10 minutes. Donc l'idée c'est pas de Voilà. la regarder. Je pense qu'on a... L'idée c'est pas de la regarder, d'autant que c'est pas sous-titré. Et enfin, excusez-moi, mais je pense pas que ce soit nécessairement le fort des Français de comprendre dans le texte qui a été dit. Désolé. Désolé. On parlait des Français. On parlait pas des Belges. Même les Belges et même les Québécois ont parfois du mal à saisir les nuances de la langue de Shakespeare. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette jeune femme-là a décidé de se passer de tous les services de Google, de Apple, de Facebook. Et évidemment, ça a eu un impact très très notable sur sa vie de famille, notamment sa petite fille d'1 an là, qui n'avait plus accès aux films sur Netflix. Et je vous la fais courte à la fin. Elle se rend compte qu'en réalité, non, la vie est un enfer si on se passe des GAFAM. Et alors, pourquoi ce sujet pourquoi est-ce qu'on en parle là autour de la table? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui, je suppose, au-delà de la dimension personnelle, concerne une structure comme Actito? Pourquoi est-ce que vous voulez évoquer ce sujet aujourd'hui? Alors, c'est un sujet, je pense, qui concerne pas seulement Actito, mais qui concerne tout un chacun, aussi bien en tant qu'entrepreneur qu'en tant que simplement actif dans le secteur de la publicité, mais également dans sa vie quotidienne, comme consommateur, mais également comme citoyen. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est un petit peu le propos du livre de notre cher Jacques Séguéla. Alors moi, je vois un complot mondial là derrière. S'il n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est probablement parce que quelqu'un a dû débrancher son Waze et qu'il n'a pas trouvé le chemin. Ça doit être ça. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de prendre la mesure de combien nos vies aujourd'hui dépendent à tout niveau de ces GAFAM et de voir s'il n'y a pas quelque chose de pernicieux là-dedans. Je pense que oui, personnellement. Alors, ce qui est très amusant, c'est de voir que sur le même constat, on peut avoir des réactions totalement différentes. C'est très marrant parce que le docteur Alexandre, qui aurait pu être également un excellent orateur pour une keynote, qui écrit beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, il dit en gros, en somme, oui, les Européens, vous êtes des idiots, parce que ce que vous avez fait avec le GDPR notamment, c'est que vous vous êtes mis en retard de tout le monde, puisque les Américains ont les GAFA et ils peuvent collecter les données de l'ensemble des citoyens de la planète et du coup nourrir les intelligences artificielles. Vous privez de ces données exprès, vous vous suicidez littéralement, c'est ce qu'il dit, puisque vous interdisez l'accès aux données personnelles. Jacques Séguéla dit exactement le contraire. Il dit il faut trouver un moyen de s'extraire de la puissance des GAFAM, et il met en place toute une série de stratégies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors Jacques Séguéla, vous savez, il a certainement une Rolex. Moi, j'ai 50 ans, j'ai pas de Rolex, j'ai sans doute raté ma vie. Mais voilà. Le gros avantage de la Rolex, c'est qu'elle ne collecte pas de données. Et c'est parmi toutes les stratégies qu'on peut mettre en œuvre, c'est de se rendre moins dépendant effectivement des services par toutes sortes de petites stratégies du style ne pas être sur Facebook. Et il le dit, je ne suis pas sur Facebook. Dans son livre, c'est très marrant, je crois que c'est la postface de son livre, il dit moi j'ai essayé de faire Facebook, mais sans Facebook parce que j'y suis pas. Et donc tous les soirs ou tous les matins, je descends dans la rue et je dis à tout le monde qui passe ce que j'ai mangé la veille, si j'ai bien dormi et si je suis de bonne humeur. La question, c'est est-ce qu'on peut adapter ça à l'échelle de l'humanité, en tout cas à l'échelle de nos vies individuellement?
Merci Benoît pour ces éléments d'intro. Alors c'est un élément très l'impact sur nos vies personnelles que tu décris. Peut-être un mot pour Simon. Simon Dola, donc CEO de Batch, partenaire de l'événement, et précédemment CEO, je crois, et fondateur de App Gratis. Je dis pas de bêtises, ou bien finalement les GAFA t'ont joué des tours, mais pas d'un point de vue personnel, mais sur ton business. Et si c'est le cas, il me semble que c'est le cas, tu peux nous en dire quelques mots en quoi est-ce que finalement ça a été un coup d'arrêt finalement pour App Gratis, l'App Store. Ouais, c'est vrai, c'est le cas. J'avais créé en 2008 une société qui était une marque publique. C'était une application que probablement certaines personnes ont connue parce qu'on a été rendu on a été très médiatisé quand effectivement Apple nous a déréférencés en 2013. On se rappelle souvent de cette histoire et cette marque pour ce moment malheureux, mais la boîte avait eu 4 ans d'existence avant et on a eu plusieurs ensuite. Et c'est finalement App Gratis qui était un des pionniers de la promotion d'applications sur smartphone. On était une application toute bête qui tous les matins vous proposait une application gratuite ou en baisse de prix que mon équipe avait négocié auprès des développeurs et vous pouviez la télécharger gratuitement cette journée-là. Et c'était un concept très bête, très simple, qui marchait très bien, que tout le monde comprenait, qu'on avait traduit en 14 langues, qu'on opérait dans une 50aine de pays, qui avait été téléchargé environ 50 millions de fois dans le monde. En 2013, on était une centaine de personnes, on avait levé 15 millions de dollars, on allait faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. La boîte se développait très très bien, on avait triplé le CA 3 années consécutives. La résultante de cette croissance, c'est que l'application App Gratis était devenue une sorte de petit App Store dans l'App Store et qu'on avait plus d'influence sur les classements de l'App Store que Apple en avait lui-même par ses mises en avant quotidiennes. Et que de manière très brutale, très unilatérale, alors que j'étais en voyage business dans un de nos bureaux en Amérique latine, on a reçu un vendredi matin un mail à 10h qui nous disait l'application est déréférencée, c'est fini. Et on n'a eu aucun recours. On a eu des discussions avec des gens chez Apple, ensuite qui ont évidemment rien donné. Le fait divers technologique a été très médiatisé parce que à la suite de ça, une ministre de l'époque, Fleur Pellerin, avait profité de ce fait divers technologique qui impliquait Apple. Et dès qu'on parle d'Apple dans les médias, c'est évidemment très couvert. Était venu faire un discours dans nos bureaux sur la neutralité du net, donc avait pris la parole et fait basculer notre petite mésaventure en un fait divers politique. Donc ça a été très très médiatisé pendant 2-3 semaines. Et ensuite, on est complètement tombé dans l'oubli et on a été obligé, dans des conditions très difficiles, de réduire la voilure extrêmement rapidement. Et l'année d'après, de pivoter vers ma nouvelle société. Donc je parle de ça comme c'était hier, mais c'était il y a presque 6 ans. Donc de pivoter vers Batch.com, qui est un des leaders du CRM mobile. Donc on est comme Akito, mais pour les notifications push sur iPhone, sur Android et sur les sites web mobiles. La boîte se porte très bien, on est une quarantaine, des clients dans une quinzaine de pays. On fait moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. On vient de faire une grosse levée de fonds qu'on va annoncer dans pas longtemps. Donc ça se passe très très bien, mais effectivement, le sujet des GAFA, je le connais bien. J'ai été touché personnellement dans mon aventure entrepreneuriale. On était une centaine de collaborateurs, il y a quasiment 90 emplois qui ont été détruits par cette aventure-là. On faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, la boîte en valait peut-être 200-300. On a été ruiné du jour au lendemain par une décision d'Apple, puisque virtuellement, le lendemain du déréférencement, la boîte ne valait plus rien. Et on s'est reconstruit sur ces cendres-là. Voilà, donc effectivement, fondamentalement, je pense que le logiciel, au sens large, le software est une structure de pouvoir, et qu'en tant que civilisation, une sorte de gros bloc un peu compliqué, mais enfin quand même réel, européen, on a intérêt à avoir nos propres structures de pouvoir plutôt que de dépendre de celles des Américains et des Chinois. Et fondamentalement, il y a plein de petits tips effectivement au niveau personnel. Je ne suis pas non plus sur Facebook, j'ai supprimé mes comptes Instagram depuis longtemps. Mais en tout cas, dans l'industrie du B2B, on a effectivement le choix de consommer européen. Je n'allais pas dire français, j'aurais pu dire belge, mais globalement, fondamentalement européen. On a plutôt intérêt à avoir notre industrie non digitale qui injecte finalement ses investissements dans l'industrie digitale européenne pour qu'au global, on construise des structures de pouvoir qui soient à la maison et non pas à l'étranger. Je finirai par ça et pour montrer à quel point finalement les structures de pouvoir du logiciel rejoignent ou en tout cas prévalent sur les structures de pouvoir politiques. Au moment où ça nous est arrivé, donc avril 2013, j'ai essayé d'utiliser
tous les recours que j'avais à ma disposition. Dans le gouvernement qui était en place, on a mobilisé Fleur Pellerin, on a fait plusieurs rendez-vous à Bercy en amont de la conférence de presse qu'elle était venue faire dans les bureaux. Et tout ce qu'elle avait pas promis, mais en tout cas dit qu'elle essaierait de faire pour nous, se sont avérés vaines. Et clairement, si on avait été dépendant, non pas d'Apple, mais d'EDF ou de la SNCF, les choses se seraient passées différemment, même d'une entreprise européenne. J'avais des amis qui étaient moi je me suis lancé dans le logiciel, mais des amis qui avaient eu des carrières en politique, qui étaient très très proches de gens qui avaient été très influents et qui ont été eux-mêmes incapables, ne serait-ce même de nous trouver un contact chez Apple au plus haut niveau, me permettant d'avoir une discussion et un rapport de force. Et donc c'est vraiment là, dans le concret des choses, qu'on voit que le fait d'avoir une industrie dominée par des géants du logiciel qui ne soient pas en Europe, mais dans des continents différents, fait que le jour, et notre petit fait divers est finalement qu'une extrapolation de ce qui se passe tous les jours, quand on voit Bruno Le Maire avec sa taxe sur les GAFA, et la promotion qu'il en fait dans toutes les capitales européennes pour des résultats qui vont probablement être mauvais, montre bien finalement la responsabilité qu'on a tous au niveau individuel et ensuite dans nos boîtes pour créer pas forcément des champions mondiaux, mais en tout cas des champions européens qui nous donnent à terme et à nos enfants une légitimité sur notre continent. Moi je suis plutôt européiste, donc je raisonne au niveau européen. Merci Simon, c'est super... super touchant, effectivement, ça s'applaudit, c'est choquant. J'ai juste une question pour toi, Simon. En quoi Batch est moins dépendant des GAFA que ne l'était AppGratis ? Alors, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse parce qu'on est tous, à partir du moment où on a un site web, celui qui a un blog, celui qui raconte ses vacances sur un blog, il est dépendant d'un GAFA fondamentalement. Donc, il n'y a pas de... C'est pas une sorte de dépendance ou non, notamment dans l'industrie B2B où on a tous besoin de tous les outils. Pour évoluer, et on peut pas se couper de Google quand on est un business comme on pourrait se couper de Facebook quand on est un particulier. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans l'industrie B2B, pour chaque boîte qui n'est pas un GAFA, qui est une boîte américaine, il y a une boîte européenne, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on avait fait pas mal d'initiatives avec pas mal de sociétés du SaaS, B2B, dans plein de types de services différents. On faisait des bundles, on a essayé de faire pas mal de choses sur la promotion de l'European Tech autour de ça. Donc la réponse, c'est que mon business, comme le tien et comme probablement celui de toutes les personnes dans la salle aujourd'hui, est dépendant des GAFA. Donc c'est pas une sorte de hard switch, je passe de dépendant à plus dépendant. Mais je pense qu'il faut avoir ça en tête dans la manière dont on opère nos business aujourd'hui. Plutôt que de se donner à corps perdu et de se mettre dans des situations où on est finalement tenu par des contrats, par des intégrations de data et finalement par même des contrats commerciaux et même par des contrats d'acquisition de trafic qui seraient la source principale de génération de trafic, de business pour nos entités. Je pense qu'il y a des alternatives européennes et c'est en investissant dessus progressivement qu'on ramènera une grande partie de la valeur chez nous plutôt qu'éperdument signer avec tous les services qui ont l'air les plus sympas, les plus jolis, les plus fancy américains, mais qui finalement ne sont que se desservir de nous-mêmes quand on met tous ses œufs dans le panier de 4 grosses boîtes. Peut-être une remarque, une suggestion, une réaction de vous en salle par rapport aux propos ? Oui. Je vous laisse vous présenter, du coup, peut-être avant de poser votre question. Didier Rolls, Figitails. Il y a une question d'actualité. Du coup, il y a une sénatrice américaine qui candidate aux élections de 2020 et qui propose de démanteler les GAFA. Est-ce que vous avez analysé un peu ce qu'elle propose et si ça a des chances d'aboutir ? On en rêve tous. On est tous à se dire pourquoi les États-Unis qui ont démantelé l'industrie pétrolière omnipotente au début du XXe siècle, qui ont démantelé l'industrie des télécoms, je ne sais plus à quelle époque c'était, mais dans les années 50 peut-être. Pourquoi est-ce que les États-Unis d'aujourd'hui ont laissé se monter des trusts en position de monopole comme ça ? Et quand on voit la réaction de la classe politique américaine, aussi bien républicain que démocrate, par rapport à la taxation annoncée par Bruno Le Maire, ils sont tous vent debout contre cette taxation. Il n'y en a pas un qui semble évoquer... Alors je suis très content d'apprendre qu'il y a une sénatrice qui l'a fait, mais ce thème du démembrement des GAFA, dans la classe politique américaine, est étonnamment absent. Et on peut effectivement légitimement se dire qu'on a franchi une forme de
point de rupture. C'est comment on appelle ça, le point. Aide-moi, tu sais, quand tu es atteint le point de non-retour, quoi. Et c'est là où la puissance des GAFA, certainement dans les lobbies politiques, est telle que même s'il y a une sénatrice qui l'a évoqué, la probabilité que ça aboutisse, elle est quasi nulle. Ouais, je rejoins Marc là-dessus. Je suis extrêmement pessimiste sur la capacité de quelques gouvernements à y arriver. Enfin, les choses fondamentalement dans les sociétés changent drastiquement quand les mères de famille sont dans la rue. Et pour que les mères de famille soient dans la rue, c'est quand les enfants meurent. Et on voit aux États-Unis des centaines, des dizaines et des dizaines de fusillades dans des écoles depuis 10 ans et absolument rien sur le plan politique au niveau de la régulation des armes à feu qui change, alors qu'il y a des centaines, voire des milliers de morts et des outrages publics significatifs. Je ne vois pas comment est-ce que des gouvernements américains pourraient véritablement arriver à démanteler des structures qui, de toute façon, sont tellement déjà implantées dans beaucoup plus de juridictions que juste les États-Unis. Je ne vois pas vraiment comment, à part pour des effets d'annonce, parce que ce sujet de la technologie prédatrice devient un sujet politique, parce qu'une partie de l'opinion commence à s'en rendre compte véritablement après les scandales qu'on touche chez Facebook, etc. Donc, ça devient un argument politique, mais dans les faits, je ne pense vraiment pas que la solution viendra de là. Et j'espère me tromper, mais je suis très pessimiste à cet égard. Benoît Denayer. Moi, si je peux ajouter le clin d'œil du juriste, parce que je suis juriste. Et il y en a d'autres dans la salle des juristes? Comme ça, je peux dire des âneries et personne... Il y en a un autre. Ouais, mais il y en a un autre. Il fait du droit européen, non? Ah ouais, je ne peux vraiment pas dire n'importe quoi. Mais je vais quand même me lancer. Donc, en fait, le problème, c'est une proposition de Mme Warren aux États-Unis. Comme ça a été dit juste avant, il y a très très peu de chances que ça aboutisse. Et c'est lié à un gros problème, enfin une compréhension totalement différente de la notion de monopole en Europe et aux États-Unis. Donc, si on se base sur le droit européen, probablement que tous ces monopoles devraient être un jour démantelés. Et on l'a vu, les Européens ne sont jamais privés d'attaquer IBM, Microsoft à l'époque, avec des très très grosses amendes. Et très probablement, ils pourraient faire exactement la même chose avec Facebook, certainement avec Google. Google s'est aussi pris des grosses amendes. Mais par contre, aux États-Unis, ça n'a pas marché. Pour une simple raison, c'est que pour qu'on puisse démanteler un monopole aux États-Unis, il faut prouver qu'il y ait un détriment pour le consommateur. C'est-à-dire, par exemple, qu'on augmente les prix. Mais comment vous faites pour prouver qu'on a augmenté les prix dans une économie où tout est gratuit? Ben oui, c'est ça. C'est exactement le problème. Donc, là, je parle sous votre contrôle. Il y a une impossibilité fondamentale à réglementer des acteurs, en tout cas sur base de la loi sur les monopoles, quand on est dans une économie du gratuit. Et donc, en fait, ça nous pose une question qui est plus fondamentale, c'est de se demander... Alors, moi, je ne suis pas un apôtre du communisme, certainement pas, mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'au final, ce n'est pas le capitalisme qui est cassé? Puisqu'on en arrive à créer des géants qui vendent quelque chose qui est gratuit. Et donc, on a un système où finalement, ce qui fait que le produit marche mieux que le produit du voisin, ce n'est pas son prix. Ça, c'était la base de la théorie économique, c'est que les gens font des choix raisonnés, notamment sur base du prix ou du rapport entre la qualité perçue et le prix. Mais ici, il n'y a pas de prix. Donc en fait, ce qui fait que les sociétés comme Facebook réussissent, ce n'est pas qu'elles sont moins chères que les autres, puisque tout le monde est gratuit, et ce n'est pas qu'elles sont meilleures que les autres. En réalité, il n'y a pas de comparaison possible. C'est un système qui est connu aussi en économie, d'économie de réseau, qui fait qu'un acteur économique devient plus important. On a déjà vu ça avec le téléphone. En gros, que le téléphone est devenu intéressant à partir du moment où il y avait 2 téléphones dans le monde. Avant, ça ne servait à rien. Facebook, c'était la même chose. Plus il y a d'utilisateurs, plus ça devient intéressant. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, intrinsèquement, va entraîner des monopoles, puisqu'il faut qu'il y ait des monopoles, en fait, pour que ça fonctionne. Et ça, le capitalisme n'avait pas prévu le coup. Et tous les mécanismes de rupture des monopoles qui sont les gardiens du capitalisme n'avaient pas prévu le coup non plus. Donc, à moins de changer complètement de régime économique, il y a très peu de chances que ça change. Bon, on ne va pas terminer sur cette note optimiste, ce serait dommage. Non,
Tu parlais de communisme, du coup, moi, ça me faisait penser au BATX, mais là, pour le coup, c'est encore un autre sujet. J'ai l'impression qu'on se prépare à une autre vague, qui sera une vague qui viendra de l'Est. Finalement, c'est peut-être pas si mal d'être préparé au truc par les Américains. Ils sont finalement que 500 millions. Versus les 1,3 milliard ou 7, je sais plus, de Chinois. Marc, peut-être pour conclure cette table ronde, encore une fois improvisée, et merci de votre compréhension. Peut-être un petit mot pour conclure sur ce sujet, qui n'est pas une fin en soi, parce que c'est un sujet qu'Actito souhaite aussi couvrir dans l'actualité. Vous êtes investi sur ces questions de souveraineté, finalement, de la donnée. Peut-être pour conclure cette table ronde, un mot. Je dirais que nous, on a une mission. Tout à l'heure, John vous a particulièrement bien personnifié notre ADN et notre mission. Et je dirais que dans ce contexte-là d'omnipotence et de dictature par absence d'alternative des GAFA, nous sommes, à notre petit niveau, Actito, une alternative. Et lorsque j'ai en face de moi des gens qui ont pu développer mieux leur business, qui ont pu mieux valoriser leur actif de base de données, je me dis que ce sont des entreprises européennes qui ont quelque part enlevé quelques euros de la bouche des GAFA pour les réinjecter dans une économie européenne et dans des équipes de R&D européennes pour maintenir la R&D européenne au niveau. Donc oui, notre mission, si on devait la résumer aujourd'hui, c'est d'offrir une alternative pour ne pas tomber dans une dictature. Et ben, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci Marc, merci Benoît, merci Simon. Je vous propose de rejoindre votre place. D'ailleurs, je vais faire pareil. Ouais. Marc, on stage pour le final step. Non, je voudrais vous remercier d'être resté jusqu'au bout malgré cet accident de parcours totalement imprévu et indépendant de notre volonté. Et merci à Simon qui s'est prêté au jeu malgré des rendez-vous cet après-midi qu'il a annulé pour pouvoir rester avec nous. Un grand merci à lui, je vous demande de l'applaudir. Donc voilà, cette journée Actito est terminée. Je suis ravi encore une fois de l'avoir vécu avec vous. C'était un grand moment. On a eu des clients enthousiasmants, on a eu des keynotes, on a eu, j'espère, des ateliers qui vous ont appris des choses et que vous allez repartir demain avec plein d'envie, plein d'idées et qu'on va se retrouver dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois et vous aurez encore progressé dans la mise en œuvre de vos programmes marketing. Et puis, je pense qu'on peut d'ores et déjà se donner rendez-vous pour l'année prochaine parce qu'on est tellement bien avec vous qu'on a envie de recommencer encore et encore. Donc, rendez-vous pour la 4e édition en 2020. Et maintenant, place au cocktail au premier étage. Merci à tous.